Bonjour, je suis Sonia de la chaîne YouTube Sonia Liu où je vous parle de psychocriminologie depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et ensuite c'est parti pour cette interview avec stratégie. Quel est l'article qui vous a le plus marqué dans le dernier numéro de Stratégie? Alors l'article que j'ai préféré dans le dernier numéro de Stratégie s'appelait « À qui profite le complotisme ?» Le complotisme, moi, c'est un phénomène qui m'a toujours un peu fascinée. Je pense que c'est en corrélation avec le fait que c'est quelque chose que je retrouve souvent, moi, dans la criminologie, dans les affaires que je traite. Et cet article, il explique notamment comment est-ce que les médias traditionnels, mais aussi les nouvelles plateformes, dont les réseaux sociaux, ont joué un véritable rôle dans la prolifération de ces idées-là. Et il pose aussi des questions comme pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes vont se tourner vers les théories du complot, et puis il apporte certaines réponses, notamment le fait que finalement les gens ont besoin de combler et d'expliquer les choses qui nous arrivent actuellement, notamment au cours de cette pandémie, et j'ai trouvé que vraiment il était très bien écrit et super intéressant. Comment créer une chaîne YouTube de niche et rentable? Parler de rentabilité à propos de ma chaîne YouTube, c'est peut-être un petit peu compliqué étant donné que pour l'instant, en termes d'heures d'investissement et de travail qu'il y a derrière, la compensation financière n'est pas forcément à la hauteur. Maintenant, quand on crée une chaîne YouTube sur un sujet aussi précis et qui va s'adresser à un public bien particulier, je pense que c'est important, c'est vraiment d'avoir un angle nouveau par rapport à ce qui se fait. Pour ma part, c'est vraiment l'angle de la psychologie, puisque ça fait partie de mon cursus, je suis psychologue. Il faut trouver quelle va être vraiment son identité particulière, ce qui nous démarque des autres, ça va devenir un peu le fil conducteur de la chaîne et de toutes les vidéos. Au niveau des formats, je pense qu'il faut tâtonner, il faut essayer différentes choses et puis, sans se censurer non plus, essayer de s'adapter à la demande des abonnés. Comment entretiens-tu la relation avec les familles des victimes et tes abonnés? Je pense que le mot d'ordre qui peut vraiment s'appliquer à toutes mes relations, c'est le respect. C'est vraiment la base de tout. Et c'est ce qui me guide moi quand je travaille, que ce soit avec ma communauté ou effectivement avec des familles de victimes, comme ça m'est arrivé de travailler avec et de les solliciter pour qu'elles participent à mes vidéos. Il faut écouter, il faut laisser à l'autre sa place, sa liberté. Par exemple, je reçois très souvent des suggestions de sujets de vidéos et d'histoires, donc je les prends forcément en compte et j'essaye au plus possible d'aller dans le sens de ce que les personnes ont envie de me voir faire. Mais après, il faut pas non plus s'oublier, il faut continuer à faire les choses parce qu'on en a envie, et là encore, ça reste une question de respect envers nous-mêmes. Tu as récemment lancé une boutique de merchandising en ligne inspirée de l'univers de ta chaîne, une stratégie pour sécuriser un business encore trop dépendant de l'algorithme YouTube. Le projet de la boutique en ligne, c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps, avec effectivement cet objectif de me permettre de gagner un petit peu mieux ma vie, puisque la plupart des vidéos que je faisais sur YouTube étaient démonétisées, elles le sont moins maintenant. J'ai le sentiment que YouTube distingue beaucoup mieux les contenus avec de la violence complètement gratuite qui vont être démonétisés et les contenus comme le mien qui se veulent pédagogiques et éducatifs, bien qu'ils abordent des sujets graves et violents, ce qui me permet de gagner quand même un petit peu mieux ma vie. Et jusqu'à présent, je fonctionnais avec une plateforme qui s'appelle Utip, qui permettait à mes abonnés d'aller regarder des publicités, ce qui me rapportait moi un petit revenu pour compléter les revenus de YouTube. Sauf que cette plateforme-là a décidé d'arrêter de fonctionner avec les publicités et du coup ne marchait plus que sur la base des dons. Dans ma logique, je me suis dit c'est quand même plus sympa pour les personnes qui sont prêtes à investir un petit peu d'argent en moi, en mon travail, de leur permettre d'acquérir quelque chose, donc un objet, que ce soit un petit produit dérivé de mon propre univers avec vraiment ma patte personnelle, encore une fois. C'est un truc avec lequel je vais me sentir un peu plus à l'aise que le simple don. Le produit dérivé, c'est une bonne alternative pour que j'ai le sentiment que tout le monde soit gagnant. Quel conseil donnerais-tu à un créateur de contenu qui veut lancer un produit dérivé de sa chaîne YouTube? La première chose à faire, ça va être de connaître les attentes de ses abonnés et de leur poser tout simplement la question. C'est ce que j'avais fait en créant un questionnaire que j'avais diffusé sur tous mes réseaux sociaux pour un petit peu savoir finalement quels étaient les critères les plus importants pour ma communauté. Est-ce que c'était le prix, l'écologie, quels étaient le genre de produits qu'ils voulaient, etc., qu'ils attendaient. Et l'autre point qui me semble primordial, ça va être la fidélité du produit par rapport à son créateur, c'est-à-dire qu'il faut que ce produit dérivé, il ressemble et il reflète la personnalité de la personne qui les vend et qui les lance. C'est un processus qui va clairement demander beaucoup d'investissement en termes de temps et d'énergie, de créativité, mais aussi financier. Mais je pense que c'est vraiment le B à bas si on veut lancer une gamme de produits qui va plaire à sa communauté.